il y a des points de ressemblance avec, du moins entre les deux sorties, que ce soit la sortie du procureur de la République ou encore celle du porte-parole du gouvernement. Mais il y a tout de même des incohérences quand on nous parle de coup d'État. C'est vrai qu'on la thèse, le porte-parole du gouvernement lui-même a parlé d'une tentative de déstabilisation éradiquée, mais au regard de ce qu'il décrit, parlant d'une voiture tombée en panne à l'entrée de la présidence avec des assaillants qui n'étaient absolument pas armés, ou du moins qui étaient armés, mais pas le matériel nécessaire quand il s'agit justement d'une tentative de déstabilisation. Est-ce qu'on pourrait, au regard de tous ces éléments qu'il relève, parler réellement d'une tentative de déstabilisation? Je crois que la communication des autorités tchadiennes est d'un flou artistique hors norme. Personne de sérieux qui analyse sérieusement ces situations ne peut tenter de valider une quelconque thèse d'un quelconque coup d'État. Il s'agissait de quoi? Quand on prend d'assaut la présidence de cette façon, patient Parfendom, mais même les... Est-ce une bande de délinquants égarés qui fait éruption au palais? Même les yeux drogués au plus haut niveau, c'est quand même distinguer bagage qui est lourd. Comment les gens qui ont les couteaux vont aller à la présidence avec le couteau, disent qu'ils vont faire un coup d'État? C'est un coup d'État quoi? Il est mystique, il vient de Allah, d'où? Surtout que certains abordaient justement des gréguis censés les protéger contre les balles de la garde présidentielle. Donc, vous pensez que ces gars sont fous à ce niveau? Premièrement. Deuxièmement, je rappelle quand même que face à des gens qui n'avaient que des armes blanches, à des jeunes qui avaient des armes blanches, dont on n'est pas encore très sûr si ces jeunes ne sortaient pas d'un chantier, parce que les gens qui sortent des chantiers sont souvent sous. Il y a quand même eu près de 2 heures d'affilée de coups de feu à l'arme lourde. Il faut bien que vraiment on nous explique très bien ce qui s'est passé. 2 heures d'affilée de tirs à l'arme lourde pour neutraliser des gens sous, drogués, qui avaient quelques couteaux pour aller tuer le président. Mais est-ce que toutes ces questions se posent quand le palais, du moins le palais présidentiel est pris d'assaut de cette façon, patient Parfendom? Je continue de vous dire que... Est-ce qu'on va se poser des questions si les assaillants sont armés à l'arme lourde ou alors ils n'ont que les armes blanches, patient Parfendom? Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Nous sommes en plein 21e siècle. C'est le palais, c'est le palais présidentiel qui est attaqué, qui est pris d'assaut de cette façon, patient Parfendom. C'est la garde présidentielle tchadienne. Oui. C'est le haut niveau de la sécurité d'un pays. Et on va attaquer ça avec le couteau. C'est une secte. C'est quoi? Non, il faut que la communication tchadienne nous explique un peu mieux. Et puis j'insiste. Il y a des tirs à l'arme lourde. Bon, ou bien alors on dit donc que cette armée, elle a la gâchette tellement facile qu'au moins de petits bruissements du nombre, ils tirent. Premièrement. Et les tirs provenaient de l'enceinte du palais. On n'est pas en train de nous dire la vérité dans cette affaire. On n'est pas du tout en train de nous dire la vérité. C'est quoi la vérité pour vous, patient Parfendom? Je ne sais pas, mais peut-être que le temps... Quelle est la thèse que vous avancez si vous ne soutenez pas, si vous ne soutenez pas un coup d'État aujourd'hui? Oui, ma thèse, c'est celle d'un conflit à l'intérieur du groupe dirigeant dans le pouvoir tchadien. Des mésententes au sein de... Mais bien sûr, on nous a présenté... Au sein de l'armée ou alors au sein de... Au sein de l'armée et de groupes dirigeants. Il doit y avoir des problèmes là-bas entre eux. Parce que ces gars, la bataille s'est passée, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du palais. Il ne faut pas venir nous raconter des bobards, personne ne peut croire à ça. Mais il y a une enquête qui est ouverte. Peut-être qu'il faudrait qu'on attende les résultats de l'enquête ouverte par le procureur de la République. Laissons les enquêtes qui sont ouvertes. Je dis que je ne vois pas comment des jeunes gens qui ont bu le fofo, armés de quelques couteaux, vont aller se lancer à l'assaut d'un palais présidentiel. De quel pays encore? De Tchad? Non, quand même, premièrement. Deuxièmement, pour les neutraliser, on met presque 2 heures avec une bataille, tir à l'arme lourde. Non, il faut qu'on nous explique la vérité, ce qui s'est passé. Bon, par contre, ce que je sais, c'est que Yaya Dilo a été tué. Et que ça produit des mécontentements à l'intérieur du clan dirigeant.
Oui. C'était pas n'importe qui. C'est le cousin du président. Et que ces derniers jours, pendant l'arrestation de Yaya Dillo, avant Yaya Dillo, la mère de Yaya Dillo avait déjà été tuée. Mais pendant l'arrestation de Yaya Dillo, on a arrêté quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup. C'était le petit frère de feu maréchal Déby Ier. Il est mort ces derniers jours en Égypte, suite des coups violents de torture qu'il avait subis pendant sa détention. À l'intérieur du clan dirigeant au Tchad, là, il n'y a pas la sérénité. Et je peux vous dire que ce n'est que le début. Ce que vous avez vu là. Quand vous parlez de début, vous faites allusion à quoi? Je pense que maintenant que les clans, depuis les RDMI, c'est-à-dire qui contestaient déjà le pouvoir des Déby, depuis que maintenant que ces gens ont la certitude que le paratonnerre, ou bien comment le bouclier atomique que constituait la présence militaire française est en train de dégager, vous allez voir les problèmes qu'il y aura au Tchad. Et tous les pays en voisinant et environnant doivent renforcer leur sécurité parce qu'il y aura des problèmes. Il y aura des sérieux problèmes au Tchad dans un proche avenir. Quand on analyse profondément les divergences qu'il y a au sein des ethnies, ils sont moins de 10% de la population qui dirigent depuis le Foluna dans les années 70-75 par là, c'est-à-dire les Gourans, les Agawa et les Arabes. Et les divergences qu'il y a entre ces clans dirigeants qui dirigent d'une main de fer le Tchad aujourd'hui, vous allez bien vous rendre compte que ce n'est pas la sérénité. J'entends les gens crier, oui, ils vont rejoindre là, yes, le peuple tchadien. Quel peuple tchadien? Allez dans les réseaux sociaux, interroger les Tchadiens. Ils savent bien que cette affaire ne les regarde pas. Donc, il n'y a même pas de soutien populaire au pouvoir de Kaka. Dans un pays normal, on aurait vu une déferlante des millions de Tchadiens aujourd'hui soutenant leur pouvoir. Pourquoi ça ne se fait pas, selon vous? Donc, la construction du narratif qui nous a présenté par les autorités tchadiennes, moi, pour l'instant, je ne crois pas. Ça ne me satisfait pas du tout. Deuxièmement, je pense sincèrement qu'il faut qu'on ait le courage de dire la vérité aux Tchadiens, aux Africains. On ne peut pas, pour neutraliser une bande de 24 loupards sous et drogués, tirer à l'arme lourde pendant 2 heures. Il y a un problème. C'est sérieux. À moins que, bon, maintenant, vous commencez à m'expliquer que quelqu'un peut lire le Coran, bien la Bible, et voir comment Dieu lui a dit qu'il suffit de rentrer au palais et tu vas aller tuer le président et puis tu vas t'en sortir là sain et sauf. N'oublions pas ce qui s'est passé au lac Tchad dernièrement. Effectivement, on se souvient des menaces brandies par le président tchadien qui menaçait de quitter justement la force mixte. N'oublions pas non plus. Donc, moi, au lendemain de cette attaque. Et là, quand vous voyez les effectifs, ça dit quand on a sorti la liste de ceux qui ont été tués lors de cette attaque, n'est-ce pas, attribué à Boko Haram. Sauf que c'est vrai qu'à ce niveau également. J'ai suivi Anatole ici ce matin qui m'a beaucoup plu. Le mode opératoire de Boko Haram, sa signature n'y est pas. Quand on regarde très bien ce qui s'est passé et on voit la liste de ceux qui ont été tués au cours de cette attaque, on se pose des questions. Parce qu'il y avait des généraux dedans. Voilà. Et nous sommes très inquiets au vu de la tournure que les choses sont en train de prendre au niveau de N'Djamena. Et nous espérons tout simplement que ce pays ne va pas plonger dans les cauchemars de la violence et de la guerre comme dans les années précédentes. J'ai oublié qu'il y a aussi la question tchadienne, soudanaise dans ce qui se passe là. Avec l'avertissement de Khartoum contre N'Djamena pour avoir laissé la FSR de M. Emeti se servir de la base d'Amdjaras militaire, l'aéroport d'Amdjaras, comme base d'appui pour attaquer l'armée soudanaise. Et je vous rappelle qu'au-delà des Agawa, qui sont en cheval au-dessus des 2 frontières, il y a aussi la question des Janjaweed, qui ont été, avec les Agawa, des soutiens forts, puissants, qui ont permis au pouvoir de N'Djamena de tenir, avec le soutien évidemment de la France, qui faisait reculer les colonnes de rebelles qui partaient du nord du Tchad de manière fréquente, et même de l'Est. Donc, ces 2 éléments qui font défaut en termes de bouclier sécuritaire au pouvoir actuel de N'Djamena, sans oublier les contradictions en interne de ces mêmes pouvoirs, mais laisse croire que peut-être nous sommes dans une situation qui ne respire pas beaucoup la sérénité au sein du clan dirigeant et qui peut être à la base d'une véritable
une tentative de prise de pouvoir de manière brutale qui s'est produite hier en N'Djamena, et que les pauvres gars qui étaient peut-être sortis d'un chantier, j'en sais rien, sous, comme on vient de le décrire, ayant de l'alcool avec eux, se sont retrouvés là, comme la plupart du temps, au mauvais endroit. Alors vous en avez parlé, pourquoi vous avez des armes blanches? Mais alors en N'Djamena, moi j'ai été en N'Djamena, il n'y a pas que des armes blanches. Vous arrivez dans un bistrot, vous commandez une bière, quelqu'un sort un pistolet de sa poche. Bon, j'ai vu aussi le ministre qui avait son pistolet bien. Le chef de la diplomatie tchadienne. Oui, mais le contexte oblige, patient parfait. Il va parler à l'assaut, il va parler à l'assaut des assaillants étant totalement désarmé. Il allait à l'assaut des assaillants. Puisqu'il était sur le terrain. C'est une façon de parler. Alors, patient parfait, vous parlez de mésentente au sein de l'armée, peut-être, mais également au sein de l'organe dirigeant aujourd'hui. Vous avez également relevé que ces mécontentements pourraient prendre de l'ampleur avec le retrait de l'armée française. Est-ce une façon pour vous d'accorder de l'importance à cette présence militaire française aujourd'hui, patient parfait d'homme? On a l'impression que cette présence-là canalisait un tout petit peu les énergies ou encore les égos. Non, elle couvrait le pouvoir. De certains. Non, ce n'est pas ça. Elle couvrait le pouvoir de N'Djamena. Elle couvrait le pouvoir de N'Djamena. Mais bien sûr, vous le savez très bien, vous êtes un journaliste d'investigation. La dernière tentative qui a été, où les rebelles sont arrivés, je crois, presque à la lisière de l'entrée de Palais, qui les a repoussés? C'était l'armée française. Effectivement. Ne faisons pas semblant comme si aujourd'hui on donne l'impression que ce sont des faits qui n'ont pas existé. Donc voilà la réalité. Maintenant que la France n'est plus là, chassée ou pas chassée, maintenant qu'avec ses frères du Soudan, il y a des bisbilles, maintenant qu'à l'intérieur du clan, je veux faire l'économie de comment Madame Déby, le maréchal premier, a été bouté hors de son domicile par l'actuel homme fort. Ça fait qu'il n'y a pas la sérénité au niveau du clan dirigeant. Ça crée beaucoup de problèmes et peut-être que les gens veulent des explications plus claires sur la marche qu'est en train de prendre le pays. Et comme la gâchette est facile de ce côté, ça peut créer donc la situation que nous connaissons. Donc de là, à continuer à nous raconter cette fadaise des gens qui étaient qui avaient bu un peu de fofo et qui sont allés tuer un président. Je veux bien y croire, mais pour l'instant, je ne suis pas tout convaincu.